80 exposants, des démonstrations, des concours, une exposition sur les grands bâtisseurs de ce pays, et puis des conférences. Donc il y a 2 salles de conférences. La deuxième salle, donc où mon ami et confrère Yves Bussy a le plaisir d'accueillir donc tous les intervenants sur des sujets très 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 variés. Et puis moi j'ai la chance d'être là depuis hier. On a exploré plein de thématiques qui sont parfois très techniques, d'autres fois un peu plus génériques ou contextuelles, on va dire. On a parlé de l'IA, mais on a parlé aussi de prévention sur les chantiers. Donc avec vous, on commence donc la série de conférences du jour avec un thème. Donc je vais vous présenter. Gaëlle Bonvent, vous êtes vice-présidente de l'Ordre des architectes de la Martinique et vous allez intervenir sur un thème très 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 spécial, très intéressant, celui de la réhabilitation. Donc la maîtrise d'œuvre dans les projets de réhabilitation, mais on va beaucoup parler de réhabilitation. Et alors, moi j'ai une première question avant de vous lancer. C'est quoi la différence entre réhabilitation et rénovation? Alors, la rénovation, on va dire, est plus légère que la réhabilitation, où on va intervenir de façon beaucoup plus approfondie et travailler sur beaucoup plus de notions structurelles. D'accord. Ça peut être à voir, enfin, dans mon esprit, la réhabilitation a aussi à voir peut-être avec une forme de respect patrimonial, en fait. On va garder peut-être la structure. Alors, les deux. Les deux sont respectueux de l'aspect patrimonial, mais on parle d'ampleur. La réhabilitation sera beaucoup plus... on va rentrer dans beaucoup plus de détails, peut-être. Alors, structurellement, on va être plus invasif, on dira. Ok, je vous laisse faire votre présentation. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, comme évoqué, nous allons traiter d'un sujet, la réhabilitation dans nos territoires. Alors, on va balayer ensemble un petit sommaire. Donc, tout d'abord, nous verrons en introduction comment, finalement, la réhabilitation n'est malheureusement pas un réflexe aujourd'hui en Martinique. Ensuite, nous verrons comment l'existant est une ressource qui est souvent malheureusement sous-estimée. Nous verrons quelques idées reçues concernant la réhabilitation, les enjeux de cette réhabilitation et enfin, comment nous pouvons changer de regard sur la réhabilitation. Alors, aux Antilles, lorsqu'un bâtiment vieillit ou montre des signes de dégradation, la réaction la plus fréquente est malheureusement on démolit. Ce sera sûrement plus sûr et moins cher. Cette idée, malheureusement, est très présente, que ce soit chez le particulier, chez les collectivités ou même chez certains acteurs du bâtiment. Donc, elle s'explique en grande partie par 2 éléments propres à nos territoires. Donc, tout d'abord, on considère que les bâtiments sont vulnérables d'un point de vue sismique. Effectivement, nous vivons dans une zone où le risque sismique est réel et cela influe fortement sur la manière dont on perçoit les bâtiments anciens. Beaucoup de constructions ont été réalisées avant l'évolution des normes sismiques. Donc, on se dit, quand ils ont été construits avant, ils ne sont peut-être plus d'actualité. Ils génèrent chez nous, du coup, des inquiétudes. Le second facteur est la crainte d'une réhabilitation qui serait coûteuse et très complexe. Donc, face à un bâtiment ancien, on imagine souvent des travaux lourds, des travaux imprévisibles, avec des coûts qui peuvent rapidement augmenter. Donc, dans ce contexte, la démolition et la reconstruction apparaissent comme des solutions malheureusement souvent plus simples, plus claires et plus rassurantes pour les gens. Mais cette perception mérite, selon nous, d'être nuancée, car dans de nombreux cas, l'existant présente une ressource très importante, une ressource qui peut être structurelle, spatiale, mais aussi environnementale. L'objectif donc de mon intervention d'aujourd'hui est d'inviter à regarder l'existant autrement et à mieux comprendre dans quel cas la réhabilitation peut être pertinente ou pas. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. L'existant est une ressource qui est souvent, malheureusement, mal estimée. Donc, pour commencer, il faut savoir que la plupart des bâtiments en béton armé en Martinique ont été construits entre 1960 et 1990.
Et à cette période, en fait, la Martinique a connu beaucoup de développement en matière d'architecture, avec la construction de nombreux logements, de nombreux équipements publics ou encore bâtiments tertiaires. La majorité de ces constructions, donc, comme je le disais, étaient en béton armé, ce qui a, à ce moment-là, rassuré énormément les constructeurs et la population. Or, malgré leur âge, vous pourrez remarquer que beaucoup de ces structures sont finalement assez solides. Bien sûr, beaucoup d'entre elles, bien qu'étant assez solides, souffrent de pathologies comme la corrosion des aciers. On remarque parfois quelques petites fissures. On a souvent un défaut d'entretien. Donc, du coup, ce qui révèle encore plus une impression d'instabilité. Mais cela ne signifie pas que la structure n'est pas récupérable. Et par ailleurs, souvent on constate que les maisons d'avant ont des volumes pourtant qui sont très généreux, avec des hauteurs sous plafond très intéressantes, des plateaux souvent libres qu'on peut toujours exploiter, et des implantations qui sont souvent aussi bien situées dans le contexte urbain. Et donc du coup, il présente aussi souvent un potentiel d'amélioration thermique et climatique, puisqu'il faut savoir que beaucoup de ces bâtiments étaient pensés avant avec l'implantation au site. Donc, ils étaient pensés en matière de ventilation naturelle, ils étaient pensés en matière d'orientation, et souvent on oublie ça. Donc, du coup, nous, on souhaite rappeler une question essentielle. Le bâtiment, finalement, le plus durable est celui qui existe déjà. Pourquoi ? Parce que sa structure, premièrement, est déjà construite, parce que l'énergie des matériaux nécessaires à sa construction est déjà consommée. On n'aura pas à refaire des acheminements pour ramener des matériaux. Et parce que réutiliser l'existant permet souvent de réduire l'impact du coup environnemental. On ne va pas alourdir la charge carbone parce qu'il y aura moins d'importations. Le bâtiment, il existe. Il reste finalement à le réhabiliter ou à le rénover. Donc cela ne signifie pas, cela ne signifie pas que les bâtiments doivent être conservés. Attention, c'est pas ce que je dis, mais cela invite quand même à examiner le bâtiment en profondeur afin de savoir est-ce que il faut démolir ou est-ce qu'il faut réhabiliter. Alors notamment ici en Martinique, on a plusieurs idées reçues en matière de réhabilitation. Première idée reçue, réhabiliter coûte plus cher que construire. Alors, c'est une affirmation que nous, architectes, entendons régulièrement. Et pourtant, la réponse peut être beaucoup plus nuancée. Donc, le coût d'une réhabilitation, finalement, va dépendre de nombreux facteurs. Donc, déjà, l'état de la structure qui existe. Deuxièmement, le programme qui est envisagé par le client. Donc forcément, plus un programme sera étendu, plus les travaux seront élevés et forcément, plus le coût sera élevé. Le coût dépend aussi du niveau de transformation du bâtiment et aussi des contraintes techniques qui sont liées au site. Donc bien noter ça. Donc le coût d'une réhabilitation dépend de la structure, du programme et du niveau de transformation qu'on veut pour le bâtiment. Reconstruire implique donc plusieurs étapes. Donc, la démolition du bâtiment existant, l'évacuation des gravats, la reconstruction complète, donc c'est-à-dire l'impact d'un coût d'une construction, générale, banale, et des délais administratifs finalement plus longs, parce que là où on pourrait, dans le cas d'une réhabilitation, faire peut-être une simple déclaration de travaux, dans le cas d'une reconstruction, on sera obligatoirement soumis à un permis de construire. Donc les délais de administratifs seront forcément plus élevés. Donc du coup, cette première idée reçue permet de faire le parallèle entre réhabilitation et construction. Donc finalement, on se rend compte que la reconstruction implique une démolition, une évacuation, une reconstruction, alors que la réhabilitation en tenant compte de certains paramètres, on peut éventuellement maîtriser les coûts.
Du coup, dans certains cas, la réhabilitation peut s'avérer économiquement compétitive par rapport à la reconstruction. Idée reçue numéro 2. Les bâtiments existants sont trop vulnérables au séisme. Alors, idée reçue, tous les bâtiments, à bien noter que tous les bâtiments ne sont pas identiques. Donc, tous les bâtiments existants ne présentent pas le même niveau de vulnérabilité. Leur comportement dépend de nombreux paramètres. Tout d'abord, la conception structurelle, la qualité de la mise en œuvre qui a été faite à l'époque, qui, mine de rien, était quand même assez bien pensée, l'état d'entretien du bâtiment, ou encore les modifications qui ont été réalisées au fil du temps et qui ont éventuellement fragilisé ou pas la structure. Dans de nombreux cas, il est possible donc d'améliorer le comportement sismique d'un bâtiment avec différents types d'interventions. Donc, on peut renforcer la structure, on peut améliorer le contreventement et on peut corriger certains points faibles. Du coup, la réhabilitation, là aussi, peut présenter un caractère compétitif par rapport à la reconstruction parce qu'il y a des possibilités de renforcer ces bâtiments existants. Nous allons voir maintenant les enjeux de cette réhabilitation. Donc, réhabiliter aux Antilles nécessite cependant de prendre en compte donc, certaines spécificités qui sont liées à notre contexte local. Plusieurs points sont essentiels. Donc, tout d'abord, avant de réhabiliter, il faut penser à un certain nombre de points avant de se lancer dans un projet. D'abord, il faut établir un diagnostic du bâtiment. Donc, nous, on conseille d'étudier la structure. Donc, généralement, on travaille en synergie avec des bureaux d'études techniques dont le travail est d'étudier toute la technicité. L'objectif, c'est d'étudier aussi les fondations. Faut savoir que beaucoup de maisons, finalement, qu'on va visiter, il peut s'agir même de gros bâtiments. Quand on fait des sondages et qu'on demande des relevés et des recherches de fondations, mine de rien, il y a énormément de bâtiments qui ne sont pas fondés en Martinique. D'apparence, ils semblent stables, mais il y en a qui ne sont pas fondés, qui reposent sur leur inertie. Donc, importance de faire un diagnostic au niveau des fondations. Importance de faire un diagnostic au niveau de diverses pathologies, comme les fissures, les corrosions des aciers, les infiltrations. Il est important aussi d'étudier la ventilation, enfin l'orientation du bâtiment, ventilation, comportement climatique, pour savoir comment, est-ce que c'est déjà optimisé ou est-ce qu'une optimisation sera à faire par la suite. Et puis, point très important qu'on oublie systématiquement, la présence ou non d'amiante, puisque tous les permis de construire qui datent d'avant 1997, les bâtisses ont potentiellement de l'amiante. Souvent, c'est une notion qui est oubliée, mais qui n'est pas négligeable parce que l'amiante peut avoir un coût non négligeable sur les travaux. Est-ce qu'il faut désamianter ? Est-ce qu'il faut isoler ? Voilà. Et il faut savoir que dans certains cas, si on est amené à désamianter, le budget peut être multiplié par 2. Donc le projet peut se révéler économiquement non viable. Donc ce sont des éléments à vérifier systématiquement avant de se lancer dans une réhabilitation. Deuxième enjeu, l'adaptation climatique. On peut se dire qu'on se sert de la réhabilitation afin d'améliorer le comportement climatique des bâtiments qu'on souhaite réhabiliter. Donc, du coup, on peut améliorer la ventilation naturelle, on peut se dire qu'on ajoute des protections solaires pour pouvoir réduire les apports thermiques et donc avoir de moins en moins recours à la climatisation. Alors, je sais que chez nous, c'est un peu difficile, mais au moins, si on est dans un cadre d'une maison individuelle, au moins dans les pièces de vie, pouvoir voir comment on travaille l'orientation de la maison, la protection des façades, pour avoir de moins en moins recours à la climatisation. Troisième enjeu, on peut, lors d'une réhabilitation, améliorer le bâtiment d'un point de vue structurel. Donc, il y a trois grandes situations quand on veut réhabiliter. Première situation, le bâtiment est structurellement trop dégradé. Il est mal conçu, donc là, il n'y a pas de sujet. Le bureau d'études techniques, l'architecte, les personnes qui accompagnent le client sur le projet
émettent un rapport disant que voilà, le bâtiment, même si on le réhabilite, il ne sera pas viable, il est fragile. Donc là, démolition, reconstruction, il n'y a pas de sujet. Alors très important à garder en tête dans le cas d'une démolition, s'il y a désamiantage, il est à prendre en compte aussi dans le coût finalement des travaux. Deuxième situation, la structure est récupérable, mais mérite des confortements. Troisième situation, le bâtiment peut être transformé et amélioré avec des interventions ciblées et ponctuelles. Du coup, ces trois types de situations permettent d'avoir une posture et de décider qu'est-ce qu'on fait avec le bâtiment. Ces trois situations permettent de se dire comment mon budget sera impacté par la suite. Est-ce qu'on part dans une démolition, reconstruction, ça veut dire qu'on aura le coût de la démolition, l'acheminement des gravats et le coût d'une reconstruction globale. Est-ce que le bâtiment mérite uniquement d'être renforcé? Ça veut dire qu'on aura un coût en gros œuvre, mais il sera moindre que si finalement on cassait tout et qu'on reconstruisait. Et troisième cas de figure, le bâtiment est stable, on peut le réhabiliter en gardant en tête qu'il faut que je fasse mon diagnostic amiante. J'insiste dessus parce que c'est quelque chose qui est tellement souvent, les clients nous disent « Ah non, moi c'est pas amianté, j'ai reçu le rapport, le diagnostic visuel avant vente et je n'ai pas d'amiante. » Alors, il y a une différence à faire entre le diagnostic visuel remis dans le cadre d'une vente, enfin le cadre d'un achat, qui dit que vous avez acheté un bien, vous pouvez vous y installer sans travaux. Dès lors qu'on ne soulève pas de la poussière, c'est OK, pas de travaux, diagnostic visuel suffit. Dès lors où vous avez des travaux de rénovation, de réhabilitation, on va faire de la poussière, on va gratter de la peinture, on va décoller du carrelage, on va déposer du carrelage, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a de l'amiante ou pas? Donc, et du coup, dans ce cas-là, il faut absolument faire, dès qu'on veut faire des travaux, il faut faire un diagnostic amiante avant travaux. Ce diagnostic, en fait, permet d'identifier concrètement où sera l'amiante et permet du coup à la personne, enfin à l'architecte qui vous suit, de vous dire, bon voilà, qu'est-ce qu'on fait? On a de l'amiante là. Est-ce que finalement on va casser ce mur parce qu'il y a de l'amiante? Est-ce qu'on ne revoit pas le projet? Est-ce que si on veut absolument casser ce mur, eh ben, on sait qu'il faudra désamianter au moins ce mur-là. Voilà. Ce diagnostic permet vraiment d'orienter les choix du projet. C'est pour ça que généralement on le demande en amont, parce qu'il oriente le projet, il oriente le client. Et parfois, on se retrouve à dire au client, bon, attention, là, vous voulez casser ce mur, mais attention, c'est amianté, donc il y aura une répercussion sur le projet. Est-ce qu'on casse vraiment le mur? Ou est-ce qu'on est moins invasif? Alors ensuite, quatrième enjeu, l'adaptation au mode de vie actuel. Alors sachant que, je pense que vous l'avez déjà remarqué, beaucoup de bâtiments anciens avaient un autre mode de vie que le nôtre aujourd'hui. On vivait souvent à l'intérieur, sachant que les espaces extérieurs, comme les vérandas, servaient plus d'espace de transition entre la rue et finalement les espaces privés. Donc on vivait plus à l'intérieur, on était de temps en temps dehors pour tout ce qui était Milan, etc. Aujourd'hui, et d'ailleurs vous pouvez le remarquer, beaucoup de maisons anciennes, les terrasses sont tournées vers la rue et les espaces de vie sont à l'arrière. Et aujourd'hui, la demande la plupart du temps qui est faite, c'est « Ah non, nous on sait qu'on va exploiter notre terrasse, on veut être finalement plus caché, on veut que les terrasses soient moins exposées. » Donc, un des enjeux aussi de la réhabilitation, c'est d'adapter le bâtiment au mode de vie actuel, donc de pouvoir redistribuer éventuellement les espaces, de pouvoir rendre aussi les espaces plus accessibles, de pouvoir, de pouvoir augmenter la performance énergétique des bâtiments, et puis de pouvoir aussi intégrer des aspects techniques et technologiques, comme par exemple la domotique, qui n'existait pas avant. Alors du coup,
vis-à-vis de tout ce que je viens de vous dire, la question finalement est réhabiliter ou démolir. Ce n'est plus vraiment la question à se poser quand on veut poser un acte. La question c'est quelle solution est adaptée à mon cas. On va pas forcément démolir systématiquement, on va pas réhabiliter systématiquement, mais on va peut-être faire un ensemble d'études pour savoir qu'est-ce qui va finalement me coûter le moins cher, qu'est-ce qui me permettra de rendre le lieu fonctionnel comme je le souhaite, quitte à ne pas le démolir. Voilà, donc la démarche, comme on l'a vu, est d'abord, du coup, premièrement de diagnostiquer, ensuite d'évaluer, et le diagnostic et l'évaluation vous permettront de décider. Et c'est là que nous apparaissons, nous architectes. Donc, faut savoir que nous architectes, j'insiste dessus parce que souvent les gens pensent qu'on fait juste de simples plans. Alors, on ne fait pas que des plans de construction. On accompagne aussi nos clients dans cette démarche de réhabilitation, dans cette démarche finalement de décision. Nous les accompagnons dans le diagnostic, depuis le diagnostic, c'est-à-dire, voilà, on visite un bien. Le but, c'est d'orienter le client pour lui dire, voilà, vous avez un bien, voici la liste des études qui seraient judicieuses de faire, sachant qu'on ne peut pas l'imposer, mais quelles études sont judicieuses de faire pour pouvoir faire en sorte d'avoir un projet viable. Parce que souvent, les clients arrivent et ils nous disent, oui, bon, moi, je veux réhabiliter, je veux faire ça, ok, pas de souci. Mais ils nous parlent, la plupart du temps, d'aspects fonctionnels. Ils ne parlent pas de technicité, ils ne parlent pas d'amiante, ils ne parlent pas de fondation. Donc, nous, on est là pour les ramener un peu à la réalité, en leur expliquant, avant de pouvoir casser tel mur, avant de pouvoir transformer telle pièce en telle autre pièce, comment se comporte le bâtiment. Et puis, dernière chose, il faut savoir que dans notre code de déontologie, nous sommes là pour agir dans l'intérêt de la qualité architecturale, du patrimoine et du cadre de vie. Donc, la réhabilitation rentre parfaitement dans le cadre de notre mission. Et notre mission aussi est du coup de prolonger l'histoire des bâtiments, de leur donner une nouvelle vie. Nous, on trouve ça très intéressant de redonner une vie à ce patrimoine et de redonner une âme à certains bâtiments qui finalement dépérissent. Sachant que la réhabilitation est un des enjeux en Martinique, sachant que les terrains sont de plus en plus rares et de plus en plus chers.